Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace édition du 7 décembre 2025. Excusez, Mio n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. On veut juste prendre un petit moment pour souhaiter un excellent 25e anniversaire. C'était-tu son quart d'essai ou c'est l'année prochaine? Je me souviens plus. Ouais, c'est 25, je pense. Je pense que c'est 25. Ouais. Un excellent quart de siècle à notre ami Mio qui, malheureusement, pour l'occasion, était retenu pour un autre événement familial. Pour l'occasion, on fait juste le saluer en grande pompe et lui souhaiter un excellent anniversaire de la part de moi et Félix. D'ailleurs, pour l'anecdote, moi, j'étais genre, tu sais, je voyais le monde qui est en train de, sur notre group chat, qui était genre, bonne fête, Mio, pis tout ça. Moi, j'étais comme, je vais attendre au podcast, je vais pouvoir, tu sais, souhaiter en personne / virtuel, étant donné. Puis là, on me dit, ouais, non, je peux pas être là aujourd'hui. J'en fais, mais là, tu gâches tous mes plans aujourd'hui, là. Correct. En tout cas. Juste pour dire, Mio, on se retrouve la semaine prochaine et on reviendra sur la succulente victoire des Steelers de Pittsburgh aujourd'hui. Félix, je te regarde aujourd'hui parce que, honnêtement, on dit souvent que l'automne, l'hiver, c'est pas mal la saison peak, la saison sportive. Mais tu sais, en fin de semaine, c'est spécial. Tu sais, tu avais la LNH, tu avais la Ligue nationale, tout ça. Tu avais la F1 qui s'est finie en fin de semaine, puis tu avais même les matchs de championnat dans la NCAA aux États-Unis. Pour vrai, là, samedi, là, il y avait des écrans partout chez moi. Là. C'était vraiment du cinéma en fin de semaine. Et Lando Norris qui confirme sa victoire en tant que champion des pilotes de la F1. Fait que Félix qui écrivait ce matin, c'est une bonne journée pour être un Max Verstappen fan aujourd'hui, qu'on va assister à une masterclass, puis finalement, c'est passé proche, mais c'est pas arrivé. Ben, on peut pas blâmer Verstappen. Je veux dire, Verstappen est difficile à blâmer. Ce gars-là a gagné les 3 dernières courses de la saison avec une voiture qui est moins bonne que la McLaren l'était. Si Verstappen avait un coéquipier le moindrement décent, je crois que cette course-là aurait probablement penché du côté de Verstappen. Le fait d'avoir Norris et Piastri dans le top 3, ça a donné des belles possibilités à McLaren. Mais non, il faut souligner quand même cette saison-là de Norris qui, parmi les 3 aspirants, parce qu'il y avait encore 3 aspirants au titre, pas plus tard qu'aujourd'hui dans cette dernière course-là, Norris, c'est le seul qui n'a pas vraiment eu de creux de vague aussi important que les deux autres. T'sais, Verstappen, en première moitié de saison, on a eu des moments extrêmement difficiles, puis Piastri, dans les dernières courses de la saison, on a eu des grandes difficultés. Faut saluer ce que Lando Norris a fait, même si ça n'a pas été facile de A à Z. C'est quand même le pilote le plus méritant cette année et il faut souligner sa très belle saison. Pour McLaren, un championnat des pilotes avec un Lando Norris qui est le poulain, l'enfant chéri de l'écurie depuis des années et un championnat des constructeurs qu'on a eu il y a à peu près 6 mois et demi. Après 3 courses, c'était à peu près déjà dans la poche. Fait que saison couronnée de succès pour McLaren et pour la première fois depuis 2009, un champion des pilotes qui ne vient pas de Red Bull ou de Mercedes. C'est impressionnant. Ça faisait très, très, très longtemps qu'on n'avait pas ça. Puis c'est juste plate pour les fans de Max Verstappen parce que ça n'a pas été une fin de semaine facile pour eux autres. Oui, il a gagné la course, mais il n'a pas gagné le championnat. Puis pendant ce temps-là, tu as Alabama aussi qui ont perdu. Donc, grosse fin de semaine difficile pour les fans de Max Verstappen aujourd'hui. Puis ça, c'est sans compter LeBron James qui a vu sa séquence de 10 points se terminer cette semaine avec les Lakers. Vraiment dure fin de semaine pour les fans de Max Verstappen aujourd'hui, mais on y reviendra un peu plus tard aujourd'hui. Félix, écoute, le football aujourd'hui, on est rendu déjà semaine 14. Il reste, tu sais, le nombre de semaines qui restent à la saison se compte désormais sur une main. Déjà là, je ne suis pas capable de dire tout ça. Et là, il y a des divisions qui sont complètement folles en ce moment. Il y a des divisions qui ne se sont pas jouées encore aujourd'hui, mais presque encore une fois. Et le sud de la nationale va avoir une course jusqu'à la fin. Chose que je ne pensais jamais
voir après 6 semaines dans la saison où ce que Baker Mayfield était perçu à ce moment-là comme le favori pour gagner l'MVP. Cette course-là, man, est folle. Puis c'est complètement fou ce qui se passe là. Les Panthers, on a souvent parlé des Buccaneers ici comme étant les grands favoris de la division. Puis peut-être les Falcons éventuellement qui allaient déjà un petit peu les troubles fêtes. Mais les Buccaneers étaient vraiment vus comme les grands favoris dans cette course-là. Et là, les Panthers qui, depuis le début de l'année, restent dans le coup et tout, on gagne des matchs. Même s'il y a un début de saison difficile, 0-3, on gagne des matchs de manière assez régulière. Là, cette semaine, les Panthers sont en congé. Mais les Buccaneers jouaient contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, un match qui est extrêmement prenable pour eux, et on s'est incliné face aux Saints de la Nouvelle-Orléans. Mine de rien, soudainement, là, les Saints, c'est 5 défaites à leurs 7 derniers matchs. Une équipe de 2-5 à leurs 7 derniers matchs, ce qui n'est pas exactement dominant pour les Saints, pour les Buccaneers. On espère avoir mieux que ça pour une équipe qui a Baker Mayfield, qui, oui, a des options quand même qui ne sont pas là. Mike Evans qui est sur la touche, mais Tristan Wirfs aussi, qui est un gros morceau qui n'est pas là. Mais on espère quand même. Même Baker Mayfield qui n'est pas à 100% non plus. Non, définitivement. Puis, tu sais, écoute, les Buccaneers, ça fait en sorte qu'en ce moment, en date d'aujourd'hui, on est encore au sommet de la division, mais avec une fiche de 7-6, on a la même fiche que les Panthers de la Caroline. Et quand tu regardes la fin de saison, c'est extrêmement intéressant parce que la semaine qui s'en vient, les Buccaneers vont être en action jeudi qui s'en vient face aux Falcons, pendant que les Panthers, eux, vont affronter les Saints de la Nouvelle-Orléans. Justement, on va les affronter dimanche prochain. Le dimanche suivant, les Buccaneers vont affronter les Panthers dans un match qui va être disputé en Caroline. Après ça, le dimanche d'après, le dimanche de la semaine 17, les Panthers, ça va être un énorme test. On va affronter les Seahawks de Seattle qui sont une réelle puissance. Mais les Panthers vont être capables de jouer un tour aux Rams. On sait que les Panthers sont quand même à prendre au sérieux dans ces matchs-là. Les Buccaneers jouent un duel un peu plus facile contre les Dolphins de Miami. Et dernière semaine de la saison, à Tampa Bay, les Panthers vont être de passage pour affronter les Buccaneers. Cette course-là va être complètement folle. Jusqu'à la fin de la saison. Mais c'est ça qui manque un peu cette saison-là pour Tampa Bay parce que, tu sais, Emeka Egbuka a été pas mal, en tant que recrue fraîchement arrivé d'Ohio State, pas mal toute la saison été le receveur numéro 1 de l'équipe, quasiment par défaut, parce que justement, Chris Godwin a été longtemps absent, Mike Evans a manqué quasiment, si c'est pas la totalité, c'est presque toute la saison. Tampa Bay avait réussi à accumuler des victoires, tu sais, tout le temps à la dernière drive offensive, souvent sur une course de genre 13-15 verges de Baker Mayfield, son troisième essai qui permettait de prolonger tout ça. Est-ce que Tampa Bay est vraiment rendu à la limite de ce qu'ils peuvent faire avec les éléments qu'ils ont? Là, c'est sûr que c'est moins pire au niveau des blessés un peu, mais Tristan Wirfs qui n'est pas là, ça fait toute une différence. Puis d'après moi, je pense qu'on s'est rendu le plus loin qu'on pouvait se rendre du côté de Tampa Bay. Puis là, on est juste en mode survie jusqu'à la fin de la saison. Là. Je pense aussi. Puis écoute, si je suis un fan des Buccaneers en ce moment, je vois quand même un petit peu d'optimisme dans le sens où les deux duels hors Panthers qui me restent, c'est les Falcons et Dolphins. Pendant ce temps-là, les Panthers ont les Saints, mais surtout les Seahawks. C'est niveau qualité d'adversaire, les Panthers ont les Seahawks qu'on n'a pas affronté chez les Buccaneers. Fait que juste à ce niveau-là, il y a quand même un petit edge pour les Buccaneers. Mais veut pas les deux équipes contrôlent leur destinée en ce moment. Si les Panthers gagnent les 2 matchs contre les Buccaneers, ils peuvent perdre contre les Seahawks s'ils veulent. C'est vraiment pas grave parce que gagner ces 2 matchs-là, ça va grosso modo t'assurer la division. Fait que l'important pour peu importe l'équipe qui va perdre le premier match entre les deux, l'important, ça va être de gagner l'autre pour te garder au plus fort de la course. Puis en ce moment, si j'ai à mouiller, je donne un léger avantage aux Buccaneers. Mais tu peux très bien me faire croire que les Panthers, qui ont beaucoup moins de questions que les Buccaneers en ce moment, et surtout qui sont plus en santé. Tu sais, Tedero McMillan, qui est un énorme succès depuis le début de la saison en tant que recrue. Jalen Coker, qui revient de blessure, commence à prendre sa place. Le champ arrière, le duo Rico Dowdle, Chuba Hubbard fait de l'excellent travail. À Tampa Bay, oui, Bucky Irving vient de revenir, puis on a des options avec Egbuka, avec Chris Godwin. On a quand même plus de doutes sur ces options-là. Puis j'aime mieux Baker Mayfield que Bryce Young, mais en ce moment, avec l'état de santé de Baker, c'est peut-être plus serré qu'on le pense. Fait que
Ça va être une course super intéressante à suivre. Ce podcast-là, on s'est déjà affiché Pro Panthers dans les dernières semaines parce que c'est le fun de croire en cette équipe-là que tout le monde a discarté. Nous, les premiers, d'ailleurs, pendant la pré-saison. Mais là, à 7 et 6, les Panthers sont au plus fort de cette course-là dans le sud de la NFC. Puis, c'est tellement dommage parce que les deux équipes sont à 7-6 pour mener la division. Qu'est-ce que ça dit sur les Falcons d'Atlanta qui auraient pu, s'ils avaient juste get their shit together à un moment donné, pour une seule fucking fois depuis les 3 dernières années, ou du moins dans l'ère, je vais dire l'ère Kyle Pitts, là, parce que c'est pas mal à ce moment-là que c'est drôle à dire l'ère Kyle Pitts à Atlanta, mais c'est pas mal là que ce noyau-là a commencé à se construire après que Matt Ryan ou Jones, toute cette gang-là. Si cette équipe-là avait juste get their shit together, on aurait quasiment une autoroute pour mener cette division-là. Et là, on était à 4 victoires, 9 défaites. Je comprends qu'on jouait contre Seattle aujourd'hui, mais cette équipe-là a juste rien. C'était rien pantoute. Il y a le sur-papier que tu te dis, hey, cette équipe-là a peut-être quelque chose à faire. Puis tu regardes ça en vrai, puis tu te dis, how? Comment que cette équipe-là peut réussir à faire quelque chose de bien pour une seule fucking fois dans leur vie? Définitivement. Définitivement de ce côté-là. Puis les Saints, mais tu sais, les Saints, c'est un peu, pour moi, c'est un peu comme les Titans. Tu sais, pas une grosse fiche, mais tu peux regarder ça et te dire, hey, on a été dans le coup. On a été dans le coup. On a été dans le coup pendant 3 quarts, les chapeaux au 4e quart et tout ça. Je parlais la semaine dernière que Dallas était peut-être l'équipe qui allait faire schmout le plus grand nombre de personnes d'ici la fin de la série, la saison. Là, c'est plus le cas avec la défaite qu'ils ont eue contre les Lions jeudi. Mais viens pas me faire à croire que les Saints vont pas essayer de tout détruire sur leur passage pour juste briser des rêves avant la fin de la saison. Parce que, tu sais, il y avait eu Spencer Rattler qu'on avait vu l'expérience, on se disait, OK, peut-être quoi travailler avec ça de ce côté-là. Alvin Kamara, qui est Monsieur Consistency dans cette ligue-là, qui est absolument incroyable de ce côté-là. Là, Tyler Shock, OK, pour une première saison, c'est pas si pire que ça. On a vu pire. Les Saints, qui vont probablement aussi recevoir un haut pic au repêchage, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire dans cette division-là. Ouais. Et je sais que certains vont penser qu'on va tanker, mais battre des divisions, des rivaux de division juste pour les empêcher de faire des séries, tu veux quoi de plus de motivation pour les Saints à ce moment-ci de l'année? C'est sûr. Exact. Exactement. Cette équipe-là, en ce moment, est en train d'évaluer ses options pour l'année prochaine. Tu essaies de voir sur quoi tu peux bâtir. Puis Tyler Shaw, en ce moment, a l'air d'être un carrière de calibre NFL. Pas un carrière de franchise ou quoi que ce soit, là, mais le genre de gars que tu dis, OK, tu sais quoi, on va lui donner une autre année. On va voir ce qu'on a à faire avec ça. Puis en ce moment, moi, je suis assez confiant que le plan en Nouvelle-Orléans, c'est d'amener Shaw comme carrière partant l'an prochain. Tu parlais de Kamara, il y a la recrue d'Evan Neal aussi comme porteur de ballon qui prend la place de Kamara, qui est blessé, qui fait de l'excellent travail. Chris Olave, qui a enfin réussi à trouver de la santé, à ne pas être dans le protocole de commotion, connaît une excellente saison. Tu sais, il y a de la job à faire avec les Saints. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus, là, mais il y a quand même une fondation qui est intéressante, surtout si tu y ajoutes un au choix, qui va être un choix peut-être top 7, top 10. Cette équipe-là a l'air partie pour voler 1 ou 2 autres matchs. Fait que si t'es les Saints en ce moment, t'haïs pas ta situation. Je veux dire, il y a de la job à faire. J'insiste, il y a de la job à faire. Cette équipe-là ne va pas virer ça de bord en 1 an. Mais Kellen Moore démontre des choses intéressantes. Si je suis les Saints, je me vois comme une équipe qui, peut-être d'ici 2 ans, peut y croire. J'ai d'ici 2, peut-être 3 ans. Mais d'ici 2 ans, je pense qu'on va commencer à faire du sérieux chez les Saints. Puis la victoire des Saints aujourd'hui, justement, contre les Bucks me faisait penser une chance, quasiment une chance qu'on gagne aujourd'hui parce que Tennessee, vous avez décidé aujourd'hui de, sais-tu quoi, le premier pick overall, on n'a pas tant besoin que ça. On va aller gagner ça contre Cleveland. Et là, au moment où on se parle, pour la première fois depuis peut-être un mois et demi, Tennessee, qui n'est plus l'équipe qui possède le premier choix au total, c'est maintenant les Giants de New York
qui ont ce privilège-là, suivi de Las Vegas et Tennessee de ce côté-là. Mais Félix, je me dis en même temps, on n'a plus le premier choix, mais on a battu Shadow Sanders. Pour moi, c'est un peu ce que j'entendais un peu comme mood chez les partisans des Titans aujourd'hui. T'en avais besoin. T'avais besoin de cette victoire-là pour calmer le bruit, Puis c'est drôle parce que tu regardes la ligne de stats puis tu dis, OK, wow, Shedder a quasiment 400 verges par la passe, 4 touchés. Il a été dominant. Comment ça que les Browns n'ont pas gagné? Les Titans ont profité d'un excellent match de Tony Pollard au sol. Là, c'est son premier bon match de la saison. En tout respect pour Pollard, que j'aime bien, là, mais il avait besoin d'un bon match au sol, puis il l'a finalement eu. Puis surtout, Cam Ward a été correct. Je veux dire, il faisait vraiment pas beau. Là. Il a neigé de A à Z. Shedder qui lance 400 verges. Littéralement, il neigeait, là. Ah, c'était fou. C'était fou. Puis écoute, c'est vraiment impressionnant ce qu'on a réussi à faire du côté de Shedder et des Browns. Mais encore une fois, il y a une partie de ça qui est mensonger. C'est des verges poubelles, des junkyards en fin de match, des calories vides un peu pour les Browns en fin de match. Mais de manière générale, c'est un match encourageant pour les Browns, mais surtout pour les Titans. Marquer 31 points pour cette équipe-là, c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement depuis plusieurs années. Le faire contre la défense des Browns, c'est impressionnant. Et le faire en tenant en respect. Pas en le neutralisant complètement, quand même, un sac et demi, là, mais Myles Garrett n'a pas eu un impact monstrueux sur ce match-là. Puis ça a paru parce qu'on a vu Cam Ward courait pour sa vie, mais au moins, c'était pas parce qu'il y avait Myles Garrett qui soufflait dans le coup. Parce que vraiment, c'était la grosse crainte. On sait que la ligne offensive est un problème à Tennessee, qu'on a tendance à accorder des sacs. Cam Ward est une partie du problème dans l'optique où il garde le ballon un petit peu trop souvent derrière sa ligne. Mais on a réussi à limiter l'impact de Myles Garrett, qui n'a pas gagné ce match-là à lui seul. Juste ça, c'est une petite victoire pour les Titans de réussir à éviter ça. Mais c'est bon, tu perds le premier choix. Pour le moment, là, il y a encore du temps à jouer. Puis les Titans qui ont une grosse fin de saison avec les 49ers, les Chiefs, les Saints et les Jaguars, si je ne m'abuse. Donc, il y a des matchs encore que tu peux perdre. Puis il y a encore le temps de reprendre ce premier choix-là. Mais pour pour Cam Ward, pour l'importance de la culture, c'est une victoire qui fait du bien puis qui ne te sort pas quand même. Tu sais, ça reste un choix top 3. Là. Tu ne seras pas dans le trop avec un choix top 3, même si bon, tu n'auras peut-être pas l'opportunité de le vendre à un prix démesuré pour un carrière, si on en vient à ne pas reprendre le premier choix. Moi, puis je fais un peu du coq à l'âne là-dessus parce que justement, il y avait les matchs de conférence en fin de semaine, puis je regardais notamment Ohio State contre Indiana pour le Big Ten Championship et tout ça. Je regarde ça vite. Fernando Mendoza, si c'est les Giants qui repêchent premier, c'est pas une garantie que ce gars-là va sortir premier overall, là. Non, en fait, les Giants, dans cette situation-là, ils changeraient de choix parce qu'on va garder Jackson Dart définitivement. Là, les Giants les Rams, pas de carrière. Les Rams pourraient, mais sinon, j'ai l'impression que l'équipe qui va avoir le premier choix, que ce soit les Titans ou les Giants, va peut-être dire non aux Rams si le choix des Falcons n'est pas très, très haut. Je pense que quand tu regardes cette QV-là, il y a un top, je dirais, 6-7 de gros espoirs, puis après ça, tu as une Cooper. Je pense que l'équipe qui a le premier choix ne voudra pas vraiment descendre plus bas que ça. Puis là, les Falcons ont encore perdu aujourd'hui. Une rince, d'ailleurs, contre les Seahawks. Les Falcons, si on continue à perdre, les Rams vont avoir cette option-là. Mais on ne voudra pas descendre trop. Fait que, attention quand même avant de penser que. Je sais que c'est moi qui ai amené ce scénario-là, mais il y a quand même un monde dans lequel l'équipe qui a le premier choix parle plus, disons, aux Browns, aux Raiders, qui sont peut-être des équipes à surveiller. Si, disons, Tyler Shock a une fin de saison épouvantable, peut-être les Saints. Mais je pense que c'est plus les Browns, les Raiders, les Jets peut-être qui vont être les trois équipes à surveiller pour un éventuel, pour s'avancer au repêchage, et peut-être les Rams si jamais on décide de prendre le successeur de Matthew Stafford. Par contre, dans le cas d'Atlanta, il faut perdre plus que Arizona, les Jets et Washington. Et Dieu sait que ces temps-ci, c'est une tâche assez difficile de ce côté-là pour les Rams. Moi, ce que je voulais amener sur ce que j'avais retenu un peu de cette semaine d'activité-là dans la NFL, c'est que là, malheureusement, c'est plate. Mio, il n'est pas là. J'aurais voulu qu'il parle de la game d'aujourd'hui entre les Steelers et les Ravens de Baltimore parce que, oui,
on parle beaucoup des Steelers à cause de Mio et tout ça, mais bon an, mal an, objectivement, c'était pas mal le duel qu'on surveillait dans la NFL, que ce soit juste pour la rivalité en tant que telle, mais aussi l'implication au classement que ça allait avoir, parce que là, maintenant, les Steelers, on parlait des Bucs à 7-6 qui mènent la division. Les Steelers de Pittsburgh sont maintenant tout seuls dans la division et ils ont parfaitement le contrôle. Et ce match-là était complètement fou. Pittsburgh, OK? Je vais juste vous dire, il y a une stat qui est sortie cette semaine que durant tout le mois de novembre, les 30 jours du mois de novembre, les Steelers ont réussi aucune passe où le ballon a traversé 20 verges de terrain dans les airs. Aucune de tout le mois de novembre. Première drive de la game, quasiment la première passe d'Aaron Rodgers de la journée, 55 verges vers DK Metcalf. C'est bon, on règle ça tout de suite. On s'en va pour le mois de décembre, puis on s'en va là-dessus. Et Steelers qui avait quand même connu un bon début de match à 19, mené par 19-3 à un moment donné. Finalement, la défensive s'est levée juste au dernier moment pour s'assurer de l'emporter. Mais je regarde Baltimore et tout ça, et je me dis, le jour où on va recommencer à jouer du clean football, on va avoir tellement une bonne équipe parce que si tu es un gars comme Isaiah Likely, tu ne peux pas perdre un ballon quand tu t'en vas, quand tu as fait genre 2,8 pas après ta réception dans son début, parce que ça fait gagner ton équipe. Je veux pas. Baltimore est encore en train de se faire sortir par la qualité douteuse de ses receveurs, déjà avec un Lamar Jackson qui est pas à 100%. Ouais, définitivement. Puis écoute, je suis d'accord avec toi sur les Ravens. Moi, je t'amène une autre équipe aujourd'hui qui doit se mordre les doigts. Les Bengals avaient une opportunité en or aujourd'hui de gagner du terrain. On avait les Bills dans les câbles. Et Joe Burrow, 2 passes consécutives interceptées. C'est terrible parce que les Bengals, pour vrai, dont un pick six. Un pick six puis une interception tout de suite après. Sérieusement, là, les Bengals avaient tellement une opportunité en or, étaient en contrôle dans ce match-là, puis, man, on s'est complètement effondré, puis là, en ce moment, le chemin vers les séries pour les Bengals est tellement, tellement difficile à envisager. Je veux bien croire qu'il y a peut-être une place qui s'ouvre avec les Colts, qu'on va reparler dans quelques secondes, mais les Bengals, sérieusement, ça vient grosso modo de mettre fin à votre saison. Cette défaite-là qui avait tellement pas lieu d'être, man. C'est ça qui est frustrant des Bengals, c'est que tu les regardes, tu te dis, wow, il y a tellement de talent dans cette équipe-là, puis tu les regardes pendant des bons bouts de match, puis tu te dis, OK, wow, ça marche. Avec Joe Burrow, ça marche, c'est là qu'on veut être. Puis là, maintenant, il y a tout le temps comme le genre de 3 minutes où est-ce que la game a swing de l'autre bord pour aucune raison. Puis c'est ça qui est vraiment, vraiment frustrant quand tu regardes les Bengals. Depuis quelques années, l'année où ils étaient au Super Bowl, évidemment, le match swingait souvent plus en notre faveur qu'autre chose. Là, mais depuis quelques années, tu as souvent comme ce 3-4 minutes-là dans le match où ça swing complètement, puis tu l'échappes. Puis j'ai de la misère à comprendre les Bengals. Les Bills aussi, les Bills, ça, c'est oublie ça. Là, écoute, chaque fois, je pense que je comprends cette équipe-là. Les Bills, à chaque fois que je regarde, je me dis comment cette équipe-là va réussir à gagner un Super Bowl dans leur fucking histoire avec Josh Allen. Ça n'a aucun espèce de bon sens. Puis les Bengals, c'est un peu comme les Falcons. Si vous réussissez à get your shit together juste une bonne fois dans votre vie, vous pouvez faire tellement de belles choses. Parce que malgré le fait qu'on jouait quasiment dans une mini tempête de neige, les deux équipes ont marqué 30 points. Ça a été complètement fou offensivement. La défensive aérienne des Bills, déjà qui n'était pas super fameuse, s'est complètement fait déchirer par Joe Burrow. Et c'est ça, au 4e quart, sur un space de 5 minutes, les Bengals se sont fait mettre 21 points dans le gueule. 21 points en 5 minutes. Les Bills de 2025 et les Bengals de 2025, c'est ça que ça donne. Puis, rajouter une tempête de neige là-dessus, c'est ça qui va faire en sorte que ça va être encore plus du cinéma. Et Félix, t'en as fait une petite mention et là, ça me fait vraiment de la peine d'en parler parce que, pour vrai, cette équipe-là, j'étais vraiment down dans la première moitié de saison. Et là, on a peut-être le candidat pour le meilleur effondrement de cette saison, les Colts d'Indianapolis, qui
ont essayé de passer au travers avec Daniel Jones, mais là, l'expérience est terminée. Daniel Jones s'est fait qui a subi une blessure au tendon d'Achille aujourd'hui contre les contre les Jaguars. Là, est-ce que Jonathan Taylor va devoir... Est-ce que... J'ai pas envie de poser cette question-là parce que c'est trop facile à penser, mais est-ce que si les Colts réussissent à se rendre en série, est-ce que Jonathan Taylor est vraiment le MVP de cette saison-là? Écoute, déjà, malheureusement, Taylor ne le sera pas parce que les Colts ne se rendront pas en série. Pour la simple bonne raison qu'en ce moment, leur option au poste de carrière, c'est Riley Leonard. Puis écoute, est-ce que là, c'est un bon moment pour rappeler aux gens qui nous écoutent à la maison que les Colts, qui viennent de perdre Daniel Jones, qui vient de se faire opérer pour une déchirure du tendon d'Achille, va manquer, disons, 9 à 12 mois, c'est généralement le temps qu'on manque. Là. Est-ce que c'est le bon moment pour rappeler aux gens à la maison que les Jets de New York détiennent 2 choix de première ronde des Colts d'Indianapolis, celui de cette année et celui de l'an prochain. Est-ce que c'est un moment pour rappeler ça aux gens à la maison que les Jets vont avoir le choix de première ronde? Les Jets vont avoir le choix de première ronde d'une équipe qui, possiblement, dans un scénario très possible, pourrait avoir Anthony Richardson comme carrière numéro 1 l'an prochain. C'est un réel scénario qui est sur la table en ce moment-là. Écoute, ce qui s'est passé à la date limite, depuis la date limite pour les Colts, les dernières 3 semaines, là, depuis l'acquisition de Sauce Gardner, là, ça peut avoir amené la franchise, l'avoir fait reculer de 5 à 10 ans. Et j'exagère pas, là. C'est 2 choix de première ronde qu'on n'a pas. Le carrière qu'on pensait avoir la solution qui vient de se déchirer le tendon d'Achille, on perd cette saison-là, parce qu'à moins d'un miracle, on ne fera pas les séries. Si Houston gagne ce soir, on dépasse Indianapolis. Là. Fait que si Houston gagne, le match vient de débuter quand on enregistre ça, si Houston gagne ce soir, Indianapolis, c'est même plus dans le portrait des séries, puis bonne chance pour attraper ça avec Riley Leonard, ou fuck, tu vas aller chercher qui, man? Ryan Tannehill, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué. Le Ryan Tannehill ne viendra pas sauver ta saison. Là. Je l'aime, Tannehill, mais il ne viendra certainement pas sauver ta saison. Fait que bref, tu viens de perdre Daniel Jones, tu n'as pas tes 2 prochains choix de première ronde. Jonathan Taylor, qui saison exceptionnelle, est un porteur de ballon qui, généralement, une aussi grosse saison pour un porteur de ballon, c'est suivi d'une année plus difficile. Parlez-en, c'est contre Barkley cette année. Si je suis les causes en ce moment, je m'inquiète beaucoup pour la direction de la franchise. Parce que, puis aussi, tu sais, tu passes pour Daniel Jones aussi, qui est là, rendu là, il était sur le bord de faire sauter la banque, puis là, on va peut-être se contenter de signer un contrat d'1 ou 2 ans avec les Colts, ça va pris le temps qu'il fasse sa réhabilitation et qu'il revienne. Fait que, tu sais, peut-être que dans ce monde-là, Daniel Jones revient l'an prochain, puis te permet de gagner quelques matchs, puis ça fait en sorte que ton choix n'est pas démesurément haut. Mais même, c'est tellement frustrant pour les Colts, puis tu te dis, quand est-ce qu'on va sortir de ça? On est pris dans un bourbier en ce moment, puis ça va prendre des années à s'en sortir, possiblement. Cette blessure-là, là, ça ne change pas juste cette année, ça change possiblement le portrait des 5 à 10 prochaines années pour les Colts. Puis, parce que c'est tellement plate aussi, parce qu'on avait tellement vanté cet échange-là en se disant « Hey, les Colts, on n'a pas pris comme une petite solution pour régler juste un problème temporaire. » Non, on sort les grands moyens, puis on règle vraiment un gros problème. Puis, on avait vanté la direction, puis tout ça, puis on s'est dit « Regarde, ça, c'est un nice move. » Mais force est d'admettre que depuis que, justement, Sauce Gardner, puis je veux pas mettre la faute sur Sauce Gardner, là, c'est vraiment pas ça que je dis, ou critiquer le move, tout ça, mais, tu sais, des fois, quand tu es sur un bon pace, tu as un bon début de saison, des fois, tu rajoutes un joueur, puis on dirait, tu sais, comme ça change le gâteau dans le four, là, puis on dirait que tout, des fois, peut s'écrouler en même temps. Puis des fois, tu te dis, est-ce que c'était vraiment le move à faire vraiment? Puis là, en plus, tu rajoutes l'effet d'avoir donné 2 choix de première ronde. Et là là. Puis là, mais ce qui n'aide pas en plus, c'est que tu parlais des Texans aujourd'hui qui jouaient ce soir contre Kansas City, mais la deuxième équipe derrière Indianapolis, c'est Kansas City. Fait que peu importe ce match-là, c'est une cause perdante pour les Colts qui vont... Et Kansas City a le tie-break sur les Colts. Kansas City a le tie-break, on a battu les Colts cette année dans le match-up. Fait que ça, déjà sérieusement, les Colts, là, ça s'en va direct dans le mur en ce moment.
Honnêtement, est-ce que c'est vraiment le point tournant de cette saison-là? Je pense que la défaite contre Kansas City, là, il y a eu quelque chose, puis ça a vraiment coupé le momentum de cette équipe-là complètement. Ouais. Je suis complètement d'accord. Excellent. De ce côté-là, on va suivre ce match-là. Comme on fait d'habitude, on enregistre pendant le Sunday Night Football, mais on suit un peu le Canadien qui se passe en présentement. Présentement, on est au deuxième entraque, le Saint-Louis qui mène 3-2 sur un autre brain. On parlait des Bengals qui se font poter 21 points en 3 minutes. Là. Tu sais, les Canadiens qui se font poter 2 goals en 1 minute là, sur 2 shots consécutifs. C'est jamais arrivé ça non plus. Surtout en deuxième période. Non. De ce côté-là. Mais là, ça s'en vient intéressant. Mais là, ça a été une semaine quand même en 2 temps pour Montréal. Je pense qu'on peut dire ça de même. La victoire contre Winnipeg et Toronto a fait énormément de bien, non seulement sur les résultats, mais aussi sur la façon de faire. Parce que mardi soir, contre les Sénateurs d'Ottawa, au palais. Et ça, mesdames, messieurs, je vais juste vous dire, Félix Forget est allé 3 fois au Centre Bell cette saison, qui est d'ailleurs allé jouer contre les Sens mardi soir. Et les 2 autres, je me souviens plus c'est lesquels en tant que tels, mais ça a été 2 autres dégelés. Fait que Félix, toi qui prévois retourner au Centre Bell encore pour 2 autres fois cette saison, tu es sur la blacklist maintenant. Là. Tu y vas plus. Là. C'est terminé. Là. Veux-tu savoir c'est quoi les 2 autres matchs? C'est le match où est-ce que les Flyers avaient marqué 3 buts en partant contre Samuel Montembeault au tout début du match. Et c'est le match où est-ce qu'Alexander Ovechkin a marqué un tour du chapeau dans une victoire de 8-4 des Capitals. Moi, je te dis, j'ai des bad luck cette année quand je vais les voir. Mais, point positif, en y allant mardi, premièrement, j'ai ramené le nouvel ami ici que vous pouvez voir dans mon décor. Ceux qui l'écoutent en format vidéo, j'ai un nouvel ami dans mon décor ici que vous pouvez voir. Et j'ai aussi eu, parce que mardi, c'était la première soirée bobelette de la saison, et j'ai ramassé ce magnifique bobelette de Lane Hudson qui va, à partir de maintenant, être intégré au décor. On va l'intégrer au cours des prochaines... La semaine prochaine devrait être dans le décor, d'ailleurs. Écoute... Tu vois, juste pour ça, ma soirée était un succès. Quand j'ai eu ce bobelette-là dans mes mains, je savais que cette soirée-là était un succès. Et j'y retourne 2 autres fois. Les soirées bobelettes de Jake Evans, Alexandre Carrier. Je serai là. Mon objectif, c'est de repartir avec ce bobelette. Puis ils jouent contre qui ces 2 soirs-là, de mémoire? Le Wild et les Hurricanes. C'est les 2. Je ne sais pas dans quel ordre exactement, là, mais je sais que c'est un match contre les Hurricanes puis un match contre le Wild. 2 équipes avec une historique vraiment négative contre le Canadien. Vraiment, là. Fait que si vous avez de l'argent à parier ces 2 soirs-là, vous savez quoi faire de ce côté-là. Mais quand même, le contraste était quand même le fun à voir parce que contre Ottawa, je ne sais pas pour quelle raison, on s'est 0 fuck out présenté. 0 émotion de ce côté-là. Épouvantable. Tu te laisses présentement, ton plus grand rival, ou du moins le rival le plus hot que tu pouvais avoir avec, t'as piétiné dessus à la maison. Mais tout ça, c'est un peu épargné par le fait qu'on est sorti une grosse performance contre les Jets de Winnipeg devant Andrei Markov et samedi contre Toronto sur leur patinoire. Et là, je me dis, si le Canadien peut compléter une remontée contre Saint-Louis, l'équipe est première de la division rendue quasiment à la mi-décembre. Là. Malgré tous les blessés, il y aurait un scénario où cette équipe-là pourrait être encore première de division avec Oliver Kapanen comme 2e centre. Et des goalers complètement moyens quand ils veulent. C'est malade. Écoute, puis là, tu vois, il y a Coupe de Beige sur une belle séquence, il faut quand même le souligner. Il y a le départ contre le Colorado qui... Bon, regarde, contre le Colorado est comme une équipe de la LNH+. Là, ça compte pas. Là. Tu regardes les autres départs contre des vraies équipes de la LNH, là, ça va bien pour de Beige de manière générale. Bon, là, ce soir, un petit peu plus difficile, mais bref. De manière générale, récemment, ça va bien pour Debèche. Mais oui, écoute, t'as raison, cette équipe-là qui... puis, écoute, c'est là que tu vois, on parlait en début de saison, comme quoi, tu sais, le Canadien ne gagnait pas nécessairement de manière convaincante, mais il gagnait puis il engrangeait des points. Puis tu vois, là, on arrive, c'est déjà 1 mois plus tard. L'équipe a eu un creux de vague puis tout, mais
le fait d'avoir engrangé autant de points en début de saison fait en sorte que dans une LNH avec autant de parité comme on voit cette année, on réussit à garder la tête hors de l'eau même pendant ce creux de vague-là. Là, tu vois, je trouve qu'en ce moment, ce qui se passe, là, ça démontre très, 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 très bien ce qu'on disait il y a un mois, l'importance de gagner ces matchs-là en début de saison. Des matchs qui, tu sais quoi, c'est des matchs contre le Kraken. C'est pas des matchs contre des rivaux directs que tu gagnes nécessairement. Mais juste le fait de ramasser des points tôt dans la saison, ça fait en sorte que tu peux te permettre, entre guillemets, davantage ces creux de vague-là. Éventuellement, tu vas en sortir et gagner sur une base plus régulière, mais avec une jeune équipe comme celle du Canadien cette année, évidemment qu'il va y avoir des creux de vague et tout, puis qu'il va y avoir des moments plus difficiles. Puis là, il ne faut pas partir en peur en pensant, même si cette équipe-là, même si on réussit à remonter contre Saint-Louis puis qu'on est premier de l'Atlantique, je disais cette semaine, c'est un sondage de The Athletic qu'on a sondé les 25 journalistes sur divers sujets. On demandait quelle équipe, selon vous, va être finaliste de la Coupe cette année, cette saison, quelle équipe va être championne, quelle équipe va être finaliste. D'ailleurs, les 25 réponses championnes, c'est toutes des équipes de l'Ouest. C'était assez intéressant, les 25 étaient toutes dans l'Ouest. Mais parmi tous les finalistes, il y a un des 25 journalistes, on ne sait pas c'est qui, le nom n'est pas associé, là, mais il y a un des 25 journalistes qui plaçait le Canadien en finale. Et tu vois, ça, j'ai un petit peu plus de misère. Cette équipe-là va bien, OK? Puis, c'est vrai qu'on est à quelques petits tweaks d'avoir une équipe qui vraiment est bien rodée. Là. Imaginons que Montembeault trouve le rythme, puis que les blessés reviennent, ça va bien, puis qu'on est capable d'ajouter un centre. Sérieusement, cette équipe-là, grosso modo, va être en business. Mais juste le fait de se dire, gars, on vient d'avoir un creux de vague pendant quasiment un mois de temps. Le mois de novembre était épouvantable pour cette équipe-là. Puis on réussit quand même à être dans une place parce qu'on est premier de l'Atlantique. Au minimum, ça augure bien pour une place en série. Tu sais, ce sondage-là aussi, on demandait quelles équipes de l'Est vont faire les séries. Et là-dessus, 20 des 25 journalistes ont placé le Canadien en série. Puis je suis d'accord avec ça dans le sens où le début de saison a été tellement bon. Puis là, très sérieusement, là, jusqu'aux Olympiques, là, le prochain 2 mois, là, le plus important pour cette équipe-là, ça va être de survivre. Parce que les renforts vont finir par arriver, d'après moi, majoritairement après, peut-être un petit peu avant, là, dans le cas de Kaden Goulet qui va revenir, peut-être Patrick Laine dans ce coin-là aussi. Mais tu sais, il y a d'autres gars qui vont revenir seulement après. Fait que, tu sais, le plus important, là, ça va être de survivre. Si on est capable de se garder dans le portrait des séries, disons, tu sais, dans le top 3 de l'Atlantique, les équipes repêchées, on va être capable de donner, selon moi, un dernier push en saison quand le reste des blessés va être de retour, en assumant que personne d'autre se blesse, évidemment. Mais tu vois, moi, ça m'encourage qu'on soit encore dans cette situation-là, même avec autant de blessés, qu'on soit encore, on ait le potentiel d'être premier de l'Atlantique. Puis on gagne des matchs qui sont importants. Les matchs contre des équipes faibles, on les gagne. Puis c'est ça qui est important, ça fait la différence pour cette équipe-là qui a un gros mois de décembre, 13 matchs en 22 jours. C'est un gauntlet, comme on dit en anglais, ça va être une série de matchs, ça va être toute une épreuve. Si on est capable d'en gagner, disons, 5, 6, peut-être même 7 là-dedans, ça va être super bien, puis on va rester au plus fort de cette course-là. Tu peux difficilement demander mieux comme pour cette séquence-là de 13 matchs en 22 jours. Parce que là, je suis sur Puckpedia, sur la page des Canadiens de Puckpedia, puis on parle de peut-être Kirby Dach pour entre Noël et jour de l'an, on serait capable d'avoir peut-être un retour. Ben, en fait, on n'est tellement pas habitué de ne pas voir Kirby Dach se blesser pour 6 mois qu'on oublie qu'il s'est blessé pour un mois et demi. Là. C'est juste un pied cassé. Là. Puis ça, pour Kirby Dach, c'est énormément juste un pied cassé. Mais, tu sais, moi, ma date, là, c'était on t'offre jusqu'à Noël. S'il faut qu'on t'offre, on va t'offrir jusqu'à Noël. Parce que c'est là, non seulement c'est là que les blessures reviennent, mais c'est aussi à partir de là où ce qu'on peut commencer à vraiment comparer le siège de l'année passée versus le siège de cette année. Parce que là, c'est le fun. On est 8 à 10 points de plus à la même date l'an passé pour Montréal. Mais ça, c'était avant que la grosse séquence des fêtes commence. Tu sais, qu'on accumulait des points à qui mieux, puis quand on perdait, c'était rien qu'en overtime, puis tu sais, on ramassait des points. Là, ça va être vraiment là qu'on va toffer jusque-là. Et Kaden Goulet, on pense peut-être à début janvier. Fait que tu sais, on passe le temps des fêtes, on passe la première semaine de janvier. Si à ce moment-là, on est encore top 3, ou du moins peut-être équipe repêchée dans l'Est, à ce moment-là, pour moi, c'est rodé, puis on a quelque chose à faire
de ce côté-là. Puis, ça m'amène un peu à ce qu'on... je pense que c'est David Pagnotta qui sortait ça cette semaine. Philippe Danault, qui serait sur le trading block à Los Angeles, on est entre nous autres, là. On y croit dessus. On croit peut-être à l'intérêt pour l'échange. Ça ferait du bien en Simonac d'avoir un Philippe Danault en ce moment-là. Oui, ça ferait du bien. Je suis d'accord avec toi. Ça réglerait le problème on cherche un centre gaucher parce qu'on n'en a pas. Ça réglerait le problème d'un centre gaucher, un gars qui peut gagner des mises au jeu, puis tout. Puis ça réglerait certains problèmes. Le problème avec Philippe Danault, OK? Qui fait en sorte que, d'un, je comprends pas pourquoi les Kings cherchent particulièrement à l'échanger parce que Bandy Kopitar va prendre sa retraite à la fin de la saison. Puis il va falloir quand même que tu aies une autre option. Sauf que, tu sais, si on veut l'échanger, malgré tout ça, il y a une raison. OK? Puis la raison, avez-vous vu les stats de Philippe Danault cette saison? Avez-vous vu? Et Bob, tu penses que Philippe Danault a combien de points cette saison? Je pense que j'ai vu la réponse passer, puis je pense que je sais qu'il y a eu une mention d'aide samedi, mais avant ça, ça se comptait sur une main. Les points qu'il y a eu cette saison. Ah, ça se compte encore sur une main. Il y en a 5. Il y a 5 points cette saison. OK. Je pensais qu'il était on est rendu 1er décembre. Écoute, tu peux féliciter, je suis en train de vérifier en même temps, là, mais c'est 5 points en 28 matchs. Aucun but, 5 passes en 28 matchs. Puis, écoute, c'est drôle parce que Danault racontait, je me souviens pas à quel journaliste, un journaliste du coin de Los Angeles, il racontait, il dit sérieusement, c'est ma 11e année dans le LNH, puis j'essaie les mêmes trucs que j'ai toujours essayé, ça m'a toujours aidé à m'en sortir, mais là, ça veut plus. Puis ça m'inquiète un petit peu là. Dans un joueur qui dit qu'il n'y a plus de solution, puis tout. Puis écoute, peut-être que là, le sacro-saint changement d'air l'aiderait pour vrai, puis peut-être qu'un retour à Montréal sous une nouvelle administration, parce qu'on se rappelle que c'est l'administration de Marc Bergevin. La nouvelle administration est quand même le point important ici, là. Exact. Ça va changer complètement. Puis tu parles d'une administration qui a vu l'importance d'un gars comme Sean Monahan, qui est un gars différent, mais quand même qui est. Tu sais, c'est le genre de gars que Danault pourrait éventuellement avoir. Danault pourrait éventuellement être un genre de joueur à la Sean Monahan. Le problème, c'est que là, son impact offensif est vraiment diminué, semble avoir vraiment ralenti. Ses stades avancés défensifs aussi ont chuté un petit peu. Là, il y a quand même moyen, parce que lui, ses stats ont baissé, les gardiens sont vraiment solides quand ils sont sur la glace, fait que ça fait en sorte qu'il y a un drôle de profil de statistiques avancées. Mais, tu regardes un gars comme Danault, puis tu te dis, ce gars-là, sur un deuxième trio avec Ivan Demidov, si tu lui dis, là, toi, ta job, là, c'est de t'assurer que Demidov peut faire ce qu'il veut en zone offensive, puis tu es toujours là pour le backer. Puis surtout, tu y instaures quand même le fait de, si Demidov joue avec Danault, il va forcément prendre des bons plis défensifs. On parlait de Kapanen tantôt, en tout respect pour Kapanen, que j'aime bien. Là, toute l'affaire de... Peut-être que Kapanen est un deuxième centre, finalement. Peut-être que c'est un troisième centre de luxe. Peut-être que c'est un deuxième centre. Là, on va tout se calmer, OK? Écoute, Oliver Kapanen est un bon joueur de centre, un joueur qui a de la chimie avec Ivan Demidov. Mais là, il y a un an, il y a à peu près un an, 11 mois, disons, OK? Jake Evans, là, on avait le discours de « Wow, ce gars-là est tellement incroyable, il faut aider 5 millions par année, puis c'est peut-être un deuxième centre qui est capable de dépanner, puis tout. » Puis Jake Evans, en fin de compte, ça a commencé à faire patate parce que ce gars-là avait un taux d'efficacité au niveau de ses tirs qui était démesuré. Et en ce moment, quand tu regardes dans la LNH, les joueurs qui, à 5 contre 5, ont le plus haut taux d'efficacité au niveau de leur tir. Numéro 1, Ivan Demidov, qui ça, éventuellement, j'ai l'impression que ça peut quand même garder sa production dans le type où il va jouer de plus en plus de minutes, il va prendre de plus en plus de tirs. Ça, pour moi, ça va rester. Le deuxième, dans toute la liste... C'est pas aussi le gars qui prend le plus de lancers aussi, Ivan Demidov. C'est vraiment... C'est ça, éventuellement, il va en prendre plus. C'est ça, éventuellement, il va en prendre plus. Le deuxième, de toute la LNH, je rappelle, là, Demidov est le numéro 1. Le deuxième, c'est Kapanen. Puis Kapanen, je le vois, c'est un gars qui tire déjà beaucoup, puis j'ai pas l'impression que son nombre de minutes va drastiquement augmenter avec le temps. Fait que j'ai l'impression que là, c'est beau, là, puis c'est vraiment un super beau début de saison, Kapanen, c'est super encourageant, mais il y a des gros signes qui pointent vers une régression éventuellement pour Kapanen. Puis quand ça va arriver, là, tout ce discours-là du deuxième centre, j'ai l'impression qu'on va tous se dire que c'était ridicule. Comme on se dit aujourd'hui que c'était ridicule de penser que Jake Evans s'était rendu soudainement un centre à 5 millions. Et d'ailleurs,
je pense encore que c'est une bonne idée de garder Jake Evans. Sur ce podcast-là, j'ai vanté l'idée de le garder, puis je pense encore que c'était la chose à faire parce qu'il amène d'autres éléments, tout comme Kapanen qui amène d'autres éléments. Et Dieu merci qu'il est encore là en ce moment, là, parce que là, on se retrouverait avec définitivement avec Nick Suzuki, Oliver Kapanen, point d'interrogation, Joe Veleno. C'est extrêmement important qu'il soit là. Puis, comme je te dis, Jake Evans, là, il pourrait marquer 3 buts en une saison, je m'en sac. Jake Evans est là parce qu'il amène d'autres éléments. Puis, Jake Evans mange toutes les minutes défensives épouvantables pour permettre aux autres joueurs plus talentueux de ne pas avoir à manger ces minutes défensives-là. Tu sais, si Nick Suzuki, Cole Caulfield, puis Ivan Demidov, Oliver Kapanen ramassent autant de points, autant de buts, c'est souvent parce que Jake Evans s'occupe de manger à la claque avec les minutes épouvantables défensivement. Fait que, bref, tout ça pour dire, un gars comme Dano, effectivement, ça ferait en sorte que, même si ce gars-là est probablement plus un deuxième centre de grande qualité, il a déjà été, je pense plus qu'il l'est en ce moment, c'est quand même le genre de joueur qui, avec Ivan Demidov et un autre allié, Patrick Laine, peut-être, genre ça comme ça, ça pourrait peut-être être le genre de centre intéressant pour compléter ce deuxième trio-là. Et surtout, le plus important, amener du renfort en désavantage numérique pour enlever cette job-là à Nick Suzuki, avoir un centre gaucher, avoir un gars qui peut gagner des mises en jeu importantes en fin de match. Juste ça, c'est 3 énormes cases que ça cocherait. Mais là, les Kings aussi savent qu'ils vont être une des rares équipes qui vont vendre. Si on vend vraiment Dano, là, on sait qu'on va être une des rares équipes qui va vendre. On sait que toutes les équipes de la LNH veulent un joueur de centre. Philippe Dano, même avec 5 points en 28 matchs, aucun but, ça va coûter cher. Ça va coûter probablement un choix de première ronde et peut-être plus. Si Ryan, en ce moment, là, pour Kiefer Sherwood, là, un gars qui joue au-dessus de sa tête, on parle d'un choix de première ronde et un gros espoir. Ça va coûter cher. Si vous voulez Philippe Dano, ça va coûter cher. Ça réglerait des problèmes, je suis d'accord. Ça va coûter cher. Puis moi, c'est juste Alan Walsh hier sur Twitter. Tu sais, parce que je pense que la nouvelle là, sur Dano, ça a comme sorti jeudi, vendredi, quelque chose de même. Alan Walsh hier soir drop un tweet. LA Kings forward Phil Dano with a zone entry masterclass, curling to the middle before dishing a pass for the assist on the goal at Octagon Hockey. À peine subtil. J'aime tellement Alan Walsh. J'aime tellement Alan Walsh. Je suis comme, pourquoi il dropperait ça comme tweet un samedi soir, genre 22-23 heures le soir, juste pour the love of the game. Là. Tu me dis ça, tu droppes juste ça parce que tu voulais vraiment t'exprimer en tant que partisan et tout ça. Non, on te voit là. Mettre de l'huile sur le feu. Mettre de l'huile sur le feu. Ben non. N'importe quoi. Oh. Pendant que Philippe Dano, on est en train de voir un peu là-dessus, Tristan Jarry, à un moment donné, est-ce qu'on va y arriver à une transaction? Est-ce que les Pens vont finalement le garder un peu? Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Tristan Jarry? On parlait d'équipes qu'à la seconde qu'on pense savoir qu'est-ce qui se passe avec eux autres, ils nous lancent une espèce de curveball, les Penguins de Pittsburgh. Je ne sais pas quoi penser de cette équipe-là. Il me semble que le plan était tellement clair. Tant que cette saison, tu ramasses Gavin McKenna parce que la Ligue allait te le donner. Évidemment. T'sais, le mieux Crosby McKenna, le pipeline était parfait, tout ça. Mais là, vous vous battez quasiment pour une place en série, puis quasiment pour un top 3 dans la division. Tristan Jarry qui revient en vie après avoir passé une année d'enfer, et ça dans la connotation la plus négative du terme l'année passée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait là? Écoute, il y a des rumeurs qui ont circulé par rapport au fait qu'il y avait une transaction imminente avec les Oilers. Ce n'est pas le cas. Pas pour le moment, du moins, mais il y a eu des pourparlers quand même. Puis là, justement, ce qui complexifie un peu ce dossier-là, c'est le fait que les Pingouins sont bons cette année. Les Pingouins, en ce moment, c'est une des équipes dans l'Est qui peut réellement aspirer aux séries. On parlait de l'importance d'engranger des points rapidement pour le Canadien. Les Pingouins ont fait un peu la même chose. Les Pingouins ont ramassé des points très rapidement dans cette saison-là. On en avait beaucoup après pas beaucoup de matchs. Puis ça fait en sorte que cette équipe-là, pour les prochaines semaines, les prochains mois, va être compétitive.
que ce soit artificiel ou non, là, cette équipe-là a des points qui font en sorte qu'elle va être compétitive. Mais là, on a quand même une situation particulière devant le filet. Sergei Mourachov, notamment, qui est un gars qui avait beaucoup impressionné pendant le camp d'entraînement, qui est possiblement le gardien d'avenir de cette organisation-là. On a... voyons, j'ai un blanc sur l'autre gardien. C'est l'autre gardien à Pittsburgh en ce moment. Je suis vraiment pas fier, j'oublie son nom. Mais bref, on a des options en ce moment du côté de Pittsburgh qui font en sorte qu'on peut se permettre de songer à échanger Tristan Jarry. Les Oilers, évidemment, on le sait, si tu cherches un gardien, il y a un fit qui est assez naturel là-dedans. Surtout que j'ai l'impression. Je comprends pourquoi on l'envisage. Est-ce que je pense que ça va se faire peut-être plus à la date limite que maintenant? Je pense pas que ça va se passer maintenant. Mais oui, ça va être un nom à surveiller, un nom qui pourrait éventuellement changer d'adresse du côté de Pittsburgh. Puis écoute, l'autre grosse rumeur, d'ailleurs, petite parenthèse, l'autre grosse rumeur qu'Elliott Friedman rapportait hier soir pendant son segment les headlines du samedi à Hockey Night in Canada, il rapportait que les Devils du New Jersey avaient contacté les Canucks de Vancouver au sujet de Quinn Hughes. Il n'y a rien dit. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Il y a eu des discussions. Ça a jasé. Puis écoute, on revient à jaser après, là, mais bref, pour finir sur Quinn Hughes, avis personnel, ici, j'ai l'impression que ça partirait. Je pense que Simon Nemec est sans aucun doute le joueur idéal à viser pour être la vedette de ce package-là. Un shot de première ronde, disons peut-être Dawson Mercer, puis peut-être genre Dougie Hamilton pour que les salaires fonctionnent. Je sais pas, mais je pense que ça tourne autour de Nemec, peut-être Dougie Hamilton, 1 ou 2 shots de première ronde. Quelque chose comme ça. Encore une fois, je sais pas si ça va se faire cette saison. Des transactions comme ça, c'est toujours un petit peu difficile à souligner en pleine saison pour des raisons de plafond salarial. Les équipes sont plus souvent collées au plafond. Mais bref, ça a discuté un petit peu quand même entre les Devils et les Canucks au sujet du troisième frère Hughes pour réunir les trois du côté du New Jersey. Puis, Mikko Rantanen, on n'a retenu aucune leçon de ça. Des grosses transactions de membres en milieu de saison, personne n'a retenu de leçon de ça. C'est trop compliqué, non, ça ne se fait jamais. On n'a retenu aucune leçon de ça. By the way, le deuxième goaler que tu cherchais, c'était Arthur Shilov. C'est ça que tu cherchais. C'est ça. J'avais Nedeljkovic, mais Nedeljkovic n'est plus là. C'est Shilov que je cherchais. Exactement. Mais tu sais, tant aussi longtemps qu'Edmonton n'aura pas fait un move pour le gardien, il y aura toujours des tractations de ce côté-là. Mais moi, en même temps, je me dis, si Elliott Friedman a commencé à en parler quand même assez sérieusement, c'est qu'on n'est peut-être pas aussi loin qu'on le pense. Je fais juste dire ça. Je dis pas que ça va se régler demain matin. Ni c'est confirmé que ça va se régler. Mais d'habitude, si Elliott Friedman en parle, c'est qu'il y a vraiment de la fumée quelque part. Mais ça, on va suivre ça dans les prochaines semaines. Écoute, Félix, baseball. Le free agency au baseball, pour moi, ça me met en Saint-Sacrement parce que la NFL, la LNH et tout ça, 1er juillet, rendu à 12h30, pas mal tout le monde est déjà signé. Ça, c'est réglé de ce côté-là. Ce qui fait en sorte que la MLB a l'air de prendre son temps, puis on règle des affaires, puis tout ça. C'est sûr qu'en même temps, quand tu as à peu près la moitié des équipes qui ne veulent pas payer pour des joueurs en même temps, c'est sûr que ça n'aide pas de ce côté-là. Mais, ça fait en sorte qu'on a quand même des choses à parler cette semaine parce qu'on est rendu dans la saison du temps de la renommée. Au baseball, ça commence à se faire parler. Et qui d'ailleurs, on a appris juste avant le début de l'enregistrement que ce soir, que le joueur de deuxième but, l'ancien des Giants de San Francisco, Jeff Kent, allait avoir sa place au Temple de la Renommée grâce au Veterans Committee de l'ère contemporaine qui a reçu plus de 75% des votes ce soir. Donc, Jeff Kent est déjà confirmé pour le Temple de la Renommée. Puis, il y a comme deux côtés, puis je pense qu'il y a vraiment un côté que on était dû pour Jeff Kent de ce côté-là, qui, malgré le fait qu'il a été tout le temps été le second derrière Barry Bonds du côté de San Francisco, a quand même gagné MVP en 2000 et qui, avec 300
22, me semble, si mon chiffre est bien exact, ou j'ai 326 aussi dans la tête, circuit en carrière, qui est le meneur de tous les temps du côté de la MLB pour le nombre de circuits pour un joueur de deuxième but. Fait que pour moi, même si tu n'as pas gagné de championnat quand tu étais à San Francisco, je pense que juste ça méritait sa place au temps de la renommée. Puis, écoute, on a réussi. Ça fait en sorte que des gars comme Carlos Delgado et Dale Murphy n'ont pas eu de vote et tout ça, mais je pense qu'on a réussi à avoir quelque chose du côté de San Francisco qui est vraiment le fun pour Jeff Kent. Je peux-tu te poser une question? Parce que sur ceux qui le savent pas, sur les joueurs de l'ère plus moderne, dans le fond, sur le bulletin des gens qui ont voté aujourd'hui, il y avait aussi 2 noms qui retiennent l'attention, Barry Bonds et Roger Clemens, qui, on le sait, sont des joueurs légendaires, pas besoin de parler d'eux plus longtemps, mais malheureusement, qui viennent avec le scandale des produits dopants. Pop, si tu avais été à leur place, aurais-tu voté pour Barry Bonds et ou Roger Clemens? Absolument. Absolument. Ouais. Moi, je l'avais déjà dit, moi, Barry Bonds, même dans le temps qu'il était pour le processus du temps de la renommée classique, si je peux dire ça de même, parce que avec les produits dopants dans la MLB, en tout cas, ça, c'est mon point de vue à moi. Puis c'est ça qui est dommage avec toute l'ère des stéroïdes, c'est que tu peux rassembler 100 personnes dans une même pièce, puis tu aurais 100 façons différentes de voir cette ère-là, autant positif que négatif. Pour moi, personnellement, il y a une cassure à faire de ce côté-là, parce que, en tant que tel, les produits dopants, même si c'était pas permis au niveau éthique ou au sens de la loi et tout ça, la MLB laissait passer ça. C'était comme, hey, en temps normal, on ne ferait pas ça passer, mais nous, on laisse ça passer le temps qu'on sache quoi faire avec ça. Des gars comme Roger Clemens, Barry Bonds et tout ça, c'était beaucoup les stéroïdes avant que ce soit vraiment réglementé puis que ça fait en sorte que si, mettons, tu te fais pogner après, je dirais après 2005, là, pour moi, la cassure passe environ à 2005 environ. Si tu prenais des produits dopants, dépasser cette date-là, il y avait vraiment une intention de tricher comparativement à ce que c'était un peu le Far West, un peu de ce côté-là dans la MLB. Puis, en tant que tel, oui, ça permettait à des gars comme Barry Bonds d'être plus qu'exceptionnels, vraiment être le dieu du baseball, mais il ne faut pas oublier, les lanceurs aussi prenaient des produits dopants. C'était répandu à ce point-là, de ce côté-là. Et dans le cas de Barry Bonds et Roger Clemens, ces gars-là auraient été clean, puis ils seraient parmi les greatest of all time de leur position. Là. Barry Bonds serait probablement vu encore à ce jour comme peut-être le top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire, en tout cas, joueurs de position de l'histoire sans stéroïdes. Fait que pour moi, il méritait quand même d'aller dans la renommée, peu importe. OK. J'ai plus de questions. OK. Tu n'as plus de questions de ce côté-là? Excellent. Mais en même temps, ça me fait rappeler que Cooperstown, on a le fameux ballot, là, ce qui est vraiment en circulation en ce moment, puis qui n'est pas une grande cuvée pour les nouveaux arrivants, qui n'est pas une grande cuvée pour des joueurs qui font leur première apparition sur le ballot de même. Tu as des gars comme Howie Kendrick, Daniel Murphy, Cole Amos, tout ça. Tu n'as pas de gros gars. Tu n'as pas un Ichiro Suzuki ou un CC Sabathia comme l'année passée que tu dis, OK, ces gars-là ont vraiment une candidature solide de ce côté-là. Mais là, c'est de voir aussi qu'est-ce qu'on fait avec des gars comme Manny Ramirez et Alex Rodriguez. C'est vraiment là qu'on va pouvoir... C'est ces deux-là qui vont vraiment changer comment le temps de la renommée. La classe de 2026 va vraiment aller de ce côté-là. Oui, définitivement. Écoute, il y a quand même quelques noms
qui retiennent l'attention. En fait, il y en a qui retiennent l'attention pour des histoires de produits dopants aussi. Andy Pettit, qui en est un aussi, qui avait été pincé pour ça. Manny Ramirez, Alex Rodriguez, comme tu en parlais. Manny Ramirez, d'ailleurs, c'est sa dernière année d'éligibilité, sa 10e et dernière année. Je ne crois pas qu'on s'attend à le voir faire le saut à 75%, mais considérant que c'est une cuvée où est-ce qu'on n'a pas une tonne de joueurs de première année extrêmement intéressants. Tu sais, en tout respect pour Hunter Pence, Nick Markakis, Rick Porcello, que le Cy Young le plus ridicule que j'ai vu depuis. Non. Je ne vais pas, en tant que fan des Wrestling, je ne vais pas accepter de slanders de Rick Porcello aujourd'hui. Je comprends la fraude un peu là-dessus, mais aujourd'hui, je ne vais pas accepter de slander sur Rick Porcello aujourd'hui. Écoute, gars, disons, il n'y aura pas 5% dans tous les cas. Ça va régler le problème. Non. Puis je le ferai Joe Gonzalez, Shin Suchu, qui. Écoute, Joe Gonzalez, Shin Suchu, des gars très cool, là, mais le Fame, il y a quand même un step. Là. C'est une cuvée qui est relativement faible. Puis Ryan Brown aurait peut-être eu de l'amour s'il n'y avait pas eu, lui aussi, des histoires de produits dopants. Tu sais, sérieusement, je regarde toute la cuvée des premières années, puis je me demande qui va rester une deuxième année. C'est vraiment à ce niveau-là. Peut-être qu'on l'annonce, peut-être qu'on l'annonce réussit à convaincre certaines personnes de rester. Peut-être Edwin Encarnacion. Tu sais, peut-être, il y a quand même beaucoup de circuits Encarnacion, donc peut-être que ça convainc quelques personnes. Mais bref, moi, je regarde ça, puis moi, je suis pas un défenseur de tu sais, tu peux voter pour jusqu'à 10 personnes, il y en a qui votent pour moins. Moi, je suis pas un défenseur de le Temple de la Renommée, ça doit être vraiment pour un club très, très sélect, puis les gens qui votent pour une, peut-être 2 personnes. Tu sais, habituellement, je suis pas un défenseur de ça. Mais là, sérieusement, je pense pas que j'ai 10 personnes que je vote sur ce bulletin-là. Je pense que ça tourne, là. J'ai devant moi, là. Je pense que Bobby Abreu en est un. Oui. Carlos Beltran, c'est un cas particulier, mais je pense qu'il est là quand même. Félix Hernandez, je pense pas qu'il se rend au final, mais c'est un gars qui était vraiment... Son prime était trop bon pour que je l'ignore. Andrew Jones. Puis Alex Rodriguez, je me pince le nez puis je vote pour lui. Je vais juste te poser une question, Félix. Si tu votes pour Alex Rodriguez, est-ce que tu votes pour Manny Ramirez? Oui, c'était là que je m'en allais. Je pense que je vote pour Manny Ramirez aussi. Puis je pense que c'est ça. Mais je vote peut-être pour Francisco Rodriguez parce que les closers méritent plus d'amour au Temple de la Renommée. Mais lui, je le fais vraiment par principe de closer, pas parce que je crois que lui en particulier mérite d'être. Qui ne se souvient pas de sa saison de 62 sauvetages, qui est d'ailleurs la plus haute marque de tous les temps encore à ce jour de ce côté-là. Moi, ce que j'aime de ce ballot-là cette année, parce que moi, je crois que Carlos Beltran va rentrer, puis je le rentre de ce côté-là. Si vous voulez peut-être un aperçu statistique un peu là, de la carrière de Carlos Beltran, puis même moi, j'étais un peu surpris de voir à quel point ce gars-là avait eu des statistiques vraiment exceptionnelles. Prenez Andre Dawson, là, au niveau statistique, là, même affaire. Même affaire que ce soit les points produits, les circuits et tout ça, c'est genre plus ou moins 5 de différence à tous les coups. C'est Andre Dawson et Carlos Beltran, c'est l'affaire. Mais moi, ce qui je retiens le problème avec Beltran, écoute, juste une petite parenthèse sur Beltran, le seul problème que je vois avec lui, c'est que c'est un visage important du scandale de vol de signaux électroniques. Visage chose en 2017. Et je me demande si ça va être retenu contre lui. J'ai l'impression que ça va peut-être l'être. Et éventuellement, je pense qu'il rentre. C'est la seule chose que je vois qui pourrait vraiment jouer contre Carlos Beltran. En fait, c'est le grand débat avec lui de ce côté-là, mais c'était à l'aide de ça mon point un peu de pourquoi Carlos Beltran, c'est intéressant, parce que à quel point quand lui va rentrer, s'il rentre, à quel point un gars comme José Altuve va avoir peut-être, pas une absolution, mais tu sais, on va avoir oublié justement lui. Parce que je crois pas encore que lui était un gros participant de ce côté-là, mais veut pas, malheureusement, contre lui. Il est comme devenu un peu le visage le visage populaire de cette histoire-là, surtout compte tenu du fait que Carlos Correa a passé quelques années au Minnesota, fait qu'il a eu le temps de se refaire un peu. George Springer est parti. Fait que, tu sais, tous les gros canons de ce côté-là, le seul qui est vraiment resté tout le long de sa carrière à Houston, c'est José Altuve,
qui probablement est le meilleur candidat en ce moment pour devenir le prochain gars qui pourrait avoir 3000 coups sûrs dans le baseball majeur. Si José Altuve a 3000 coups sûrs pour finir sa carrière, puis Carlos Beltran ne rentre pas, là, on va avoir un débat intéressant de savoir qui passe, qui passe pas, là. Ouais, et puis je pense qu'au final, je pense que Beltran va avoir passé quand Altuve va arriver, fait que ça réglerait le problème. Mais non, ça va être intéressant parce que c'est vrai que Beltran va établir un précédent pour plusieurs de ces gars-là. Puis, c'est drôle parce que tu parles d'Altuve puis les autres qui ont eu le temps de se refaire une réputation. La réalité, là, c'est qu'à moins d'une énorme surprise, là, les choses ont encore le temps de changer, là, mais George Springer n'ira pas au Temple. Carlos Correa n'a pas l'air parti pour aller au Temple. Alex Bregman n'ira pas au Temple. Altuve, non seulement c'est le seul qui est resté à Houston, mais c'est le seul qui a vraiment, vraiment une chance d'y aller, selon moi. Fait que c'est... Écoute, ça va être intéressant. Beltran va en dire long sur Altuve dans les prochaines années. Absolument. Puis, je regarde le ballot en avant de moi. Bobby Abreu, Carlos Beltran, pour moi, ça rentre. Ça, il y a de quoi là-dessus. Félix Hernandez, pour moi, je pense que c'est sa deuxième année d'admissibilité cette année pour Félix Hernandez. Ouais. Moi, je sens que c'est le gars qui va rentrer 10e. Il va avoir comme 62% rendu à la 9e année. Puis il va faire un gros jump rendu à 10e. Puis c'est un gars qui va se battre pour sa candidature. Fait que pour moi, ça va rentrer de ce côté-là. J'aimerais ça Hernandez, là, mais écoute, moi, tu vois ce qui est. J'y ai chanceux Hernandez que tu as besoin d'attendre une période de 5 ans avant d'être sur le ballot parce que Hernandez, pendant une bonne partie de sa carrière, était dans un. C'est avant les statistiques avancées qu'on a aujourd'hui. Puis les statistiques avancées aident tellement le cas d'Hernandez que ça augmente beaucoup ses chances. Si Hernandez là, est sur le bulletin, disons, sa première année après sa retraite, là, mettons qu'on enlève le bois avec les Orioles, là, ça n'a jamais existé. Là, pour les Braves. Mettons qu'on prend juste son bois avec les Mariners. J'avais vraiment oublié qu'il avait été avec les Braves. Là, tu me le dis, ça me revient. Là, mais j'avais pour vrai de vrai, j'avais oublié ça. Legend Félix Hernandez. Hey, je me souviens des Orioles, mais les Braves, ça, je t'avoue que c'était loin dans ma tête. Mais bref, si tu prends que ça puis tu le mets sur le bulletin direct après ça, probablement qu'il se fait tasser à sa première année. Mais là, c'est un peu la même chose que Larry Walker. Avec le temps, on a trouvé certaines statistiques qui démontraient que son impact n'était pas seulement lié au facteur Coors Field. Ça a aidé sa candidature, il a fini par rentrer. Félix Hernandez, ça, c'est vrai que le temps joue en sa faveur parce que plus ça avance, plus on trouve des moyens de bien comprendre l'immensité de ce qu'il a fait. Puis, écoute, le problème avec lui, c'est qu'il n'a pas la longévité. C'est une très courte carrière, mais qui a atteint des niveaux très, très élevés. Puis, Félix Hernandez, on parlait de Beltran, qui est un bon précédent pour Altuve. Là. Félix Hernandez, s'il y en a un qui doit regarder ça de près, là, c'est Jacob DeGrom. Jacob DeGrom doit regarder ça, là, puis se dire, man, si Félix ne rentre pas, moi, je peux oublier ça. Mais, puis, Jacob DeGrom est une coche au-dessus de Félix Hernandez, selon moi. Là. Mais, sérieusement, c'est deux cas très, très, très similaires, selon moi. Ça va être super, super intéressant ce qui va se passer. Jacob DeGrom, pour moi, il aura juste à faire 2 ou 3 ans de... Si tu n'as pas besoin d'être un ace, au moins avec des chiffres de lanceur numéro 2 dans une équipe. Si tu fais ça pour encore 2-3 ans, je pense le côté durabilité, d'après moi, on va passer par-dessus ça. Pour terminer, Andrew Jones, arrêtez de niaiser, là, rentrez Andrew Jones, puis ça presse, là. 10 Gold Glove, puis quasiment 500 circuits, là. Regarde, niaisez-moi, là, rentrez ça. On s'en fout de son passage avec les Yankees. Je sais que les gens aiment tellement ça, genre prendre la carrière d'un joueur en fonction de qu'est-ce qu'il fait avec les Yankees, là, mais arrêtez ça. Là. On n'est pas de ce côté-là. Manny Ramirez, Alex Rodriguez, eux autres se sont fait pincer après 2005. Hein, fait que ça, j'ai un peu de misère avec ces deux candidatures-là. C'est vraiment des gars qui ont vraiment essayé de tricher, entre guillemets. Tu n'avais plus l'excuse de « Oh, mais toutes les autres le faisaient, fait que je le faisais. » Fait que j'ai encore un peu de misère avec ça. Je suis encore sur la clôture. Parce que l'année dernière, je disais qu'Alex Rodriguez devait aller au temps de la renommée, mais en tout cas, ça, I digress de ce côté-là. Et Chase Utley,
ça va être une candidature dans 6-7 ans, là, très populaire. Attendez, là, ça s'en vient de ce côté-là. Tu veux que les fans des Mets taillissent, toi? Tu veux que les fans des Mets taillissent pour de bon? Ah, ben ça... Écoute, j'ai embarqué. J'ai mon équipe honoraire quand les Red Sox n'ont pas fait les séries, pas cet été, l'autre d'avant. Fait que, tu sais, c'est rien de personnel. C'est vrai. Mais en même temps, David Wright ne rentrera pas plus. Fait que. David Wright ne rentrera pas. Mais ça me fait de la peine de ne pas mettre David Wright parce que ça me fait de la peine parce que ça fait en sorte que si je ne rentre pas David Wright, je ne peux pas rentrer Dustin Pedroia. Autant me la renommer non plus. Non, mais Pedroia est l'MVP, mais la différence n'est pas assez majeure. Fait que c'est nos ballots pour cette année. Fait que on va suivre ça de ce côté-là. C'est quand, justement, le vote en tant que tel? Je vais juste aller voir... C'est au printemps. Genre, il me semble que c'est en mars. Ah, quelque chose dans même, ça va être en mars. Fait que moi, j'ai 7 candidats à rentrer de ce côté-là. Fait qu'on va suivre ça de quelque chose comme ça. Félix, bloc basket pour terminer cet épisode-là, puis un bloc basket un peu historique. Parce que cette semaine, après presque 18 ans, presque une majorité presque à l'âge de la majorité au Québec. Pour la première fois en plus de 17 ans, LeBron James, qui ne fait pas 10 points dans une game de saison régulière. On va quand même garder l'astérix parce qu'on se rappelle qu'il a fait moins de 10 points dans son prime quand il était face aux Mavericks de Dallas, quand il était avec le Heat de Miami. Mais ça, on l'oublie, ça. Ça ne fait pas le narratif, fait qu'on tasse ça. Mais LeBron James, qui termine un match avec moins de 10 points pour la première fois depuis 17 ans, contre les Raptors de Toronto en plus, juste pour faire schmout. Et LeBron James a décidé de sacrifier tout ça pour donner ça à Rui Hachimura pour le panier de la victoire. Pour vrai, c'était poétique. C'était poétique de voir ça de ce côté-là, mais je pensais jamais... Moi, je pensais que LeBron James allait terminer sa carrière avec les séquences encore actives. Mais non. Ouais. C'est terminé. Ouais, écoute, j'y ai pensé aussi, mais écoute... Pour elle, je suis d'accord avec toi, le jeu final, vraiment, c'était cool. C'était vraiment le... Gars, je laisse aller ma séquence, l'important, c'est qu'on gagne le match. Puis après le match, LeBron qui dit « Ah, ça me dérange pas que la séquence soit finie. L'important, c'est qu'on ait gagné. » Puis tout, bon, ça, je le crois pas. Mais bref, parce que je l'ai vu essayer de poursuivre sa séquence de force avec du peu volume dans des matchs. Ça voulait juste pas rentrer. Je l'ai vu faire ça. Fait écoute, ça, j'ai les doutes. Puis d'ailleurs, écoute, chapeau d'aluminium, OK? Moi, tu peux pas me convaincre que LeBron n'a pas fait le petit calcul dans sa tête que si Hachimura réussit son tir, j'ai l'air du héros. Si je réussis pas, on s'en va en overtime, puis j'ai 5 autres minutes pour marquer 2 autres points. Moi, tu peux pas me convaincre que ce calcul-là n'a pas été fait. Bref, je retire le chapeau d'aluminium. Écoute, c'est vrai quand même que c'est assez spectaculaire, puis on voit clairement l'âge de LeBron. Pour la première fois, LeBron a l'air mortel. Puis, tu sais, a fait moins de 10 points dans un match parce que Luka Doncic n'était pas là et qu'on a gagné. Tu sais, c'est vraiment, c'est Austin Reeves qui a eu un match spectaculaire contre Toronto. Mais, puis, écoute, LeBron qui a manqué le match du lendemain en raison d'arthrose dans son genou, si je ne me trompe pas. Fait que écoute, on sent clairement que là, LeBron est sérieusement moché. For our time is undefeated. Exact. Fait que écoute, sans dire que je sais pas comment il va faire une autre saison après, puis d'ailleurs, on va passer au perron d'église, là. Ça va être difficile pour lui de faire une autre saison après. Ça va être très, très difficile de faire une autre saison après. Je sais pas, man. Même ralenti, ce gars-là est capable de jouer au basketball. C'est juste montrer à quel point cet homme est une force de la nature. Parce que, oui, on dit que ce gars-là ne sait plus jouer, mais on ne sait plus jouer selon les standards de LeBron James. Mais pour le standard de la NBA, ce gars-là pourrait encore jouer 5 ans, là. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est ça, pas ses standards à lui. C'est ça.
D'ailleurs, tu sais, oui, on parlait de petit perron d'église, puis on voulait incorporer ça dans le bloc basketball, mais sais-tu quoi? Je vais me faire plaisir. Pas moins la musique, let's go de ce côté-là, parce que le perron d'église, c'était un peu ça qu'on voulait poser cette semaine. Est-ce que LeBron James dispute présentement sa dernière saison dans la NBA? Plain and simple. Écoute, on a d'ailleurs la réponse de Mio qui est pas avec nous, mais qui a quand même donné sa réponse à cette question-là, qui nous dit au début de la saison, j'aurais dit ben non. Mais de voir que son corps le lâche me fait dire que ça pourrait bien être la dernière ride. Et écoute, oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait que ça pourrait, puis c'est peut-être la chose à faire. Par contre, vous connaissez LeBron aussi bien que moi. Est-ce que LeBron va vraiment annoncer sa retraite comme ça en fin de saison sans avoir son tour de tous les arénas de la NBA où est-ce qu'on lui donne un cadeau pour souligner son illustre carrière puis qu'on lui dit à quel point il est bon dans tous les matchs puis pendant un an, on fait juste parler de lui encore plus que ce qu'on fait en ce moment. Je pense que vous connaissez la réponse à cette question-là tout aussi bien que moi. Puis c'est drôle parce qu'on en a parlé cette semaine, puis je vais te relancer là-dessus après. C'est Pop d'ailleurs qui m'a parlé de cette théorie-là de maintenant que Chris Paul a grosso modo été poussé à la retraite avec son tour de retraite qui a pris fin de manière assez abrupte. Est-ce que LeBron pourrait comme prendre le spotlight à sa place puis faire son tour de retraite avec ça? Moi, j'ai des doutes parce que je connais LeBron et j'ai l'impression que ce gars-là ne se contentera pas de prendre les restants d'un tour de retraite. Pop, est-ce que tu penses que ça pourrait être la dernière saison de LeBron James dans la vie? Tu sais, on parlait des stats et tout ça. Malgré tout ça, là, moi, je regardais ça et j'étais comme... Au début de la saison, il en restait au moins une. T'sais, au début de la saison, moi, j'étais comme, il en reste deux. Fait que pour moi, celle-là, c'est l'avant-dernière. Puis vraiment, la dernière, là, ça va être le Press Tour, le Retirement Tour, le Last Dance. Nommez ça comme vous voulez, tout ça. Moi, mon seul souhait, là, ça, c'est le seul souhait que je souhaite avoir, peu importe quand LeBron James va prendre sa retraite. Moi, je veux que LeBron James ne finisse pas sa carrière avec les Lakers. Ah ouais. Ah ouais. Moi, là, OK. Scénario numéro 1, qui retourne pour une troisième fois avec les Cavs et qui prenne sa retraite là où ça a commencé. Ça serait le scénario cinéma. Mais Félix, tu sais comment moi je suis chaotique dans la vie. Hein? Puis moi, j'aime ça le chaos. Hein? Moi, je veux là que dans 5-10 ans, là, on regarde la page Basketball Reference de LeBron James, puis qu'on regarde ça, puis qu'il dit « Hey, te rappelles-tu quand LeBron James a terminé sa carrière genre avec les Grizzlies de Memphis? » Moi, je veux qu'il se ramasse dans une équipe complètement random, qui n'a aucun rapport, qui finisse sa retraite et qui joue genre 1 an, gros maximum. Sa dernière saison, point bonus si genre il y a du low management, puis il y a des blessures, puis qu'il joue genre 30 à 40 games. Là. Genre qu'il joue avec les Grizzlies. C'est comme Max Scherzer, mettons. Comme Max Scherzer dans 10 ans, quand on va dire « Ah, c'est vrai, il a lancé une année à Toronto, lui. » Même genre de page. Félix Hernandez, comme on parlait tantôt. C'est vrai. Ou genre... écoute, je doute. Mais peut-être. Ou non. Le vrai scénario chaotique serait le fun, là. Mettons, LeBron James termine une dernière saison dans la NBA. Puis, surprenamment, là, il retrouve sa forme, pas dans le temps, là, mais sa forme de fin trentaine, où il est capable d'être encore une option numéro 1 dans la NBA. Moi, je veux qu'il finisse sa carrière avec les Hornets de Charlotte, juste pour le remettre d'en face à Michael Jordan. Ne serait-ce pas le meilleur petty move possible? Oh wow. J'aime toute cette idée-là. De un, ça arrivera pas, mais de deux, j'aimerais ça que ça arrive. J'aimerais ça vivre dans un monde où ça arrive. C'est ça, ça arrivera pas. Je vois pas un monde dans lequel ça va arriver, mais mon Dieu que j'aimerais ça que ça arrive. Tout pour que LeBron James ne termine pas sa carrière avec les Lakers, parce que moi, 7-8 ans plus tard, je trouve ça encore complètement curse qui joue pour les Lakers. Pas que ça me lève le cœur, mais je regarde ça, je suis comme...
pour vrai, les Lakers, là. T'aurais pu, le dernier tiers de ta carrière, t'aurais pu la passer avec une autre équipe. Il fallait vraiment que ce soit les Lakers. Nah. D'option facile de ce côté-là. Mais bon, ça, je me garde de ce côté-là. Mais on parle de gars qui est un monument de franchise qui pourrait quitter bientôt et qui pourrait se ramasser sur d'autres dossiers. Il y en a certains de Kumpo, les Bucks de Milwaukee. On n'est pas rendu à l'étape de divorce, mais je te dirais qu'on commence à embarquer dans le char pour s'en aller au palais de justice pour signer un papier. Là. Ça s'en vient, là. Oui. Ça discute de l'avenir et on commence à évoquer des scénarios dans lesquels il ne fait pas partie de l'avenir de l'équipe. Lire ici, on commence à paver le chemin vers une transaction à moins que les Bucks nous fassent des promesses qui n'ont aucun maudit bon sens. Puis, écoute, Giannis, ça fait des années qu'il y a quand même de la spéculation autour de est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir. Puis, il y a toujours eu ce genre de sentiment-là de gars, il est attaché à Milwaukee, puis tout, puis il aimerait ça rester. Mais les dernières années à Milwaukee ont été un petit peu bizarres. Depuis depuis que l'équipe s'est rendue en finale et avait gagné le championnat. Il y a un vibe un petit peu bizarre autour des Bucks depuis quelques années. Puis, tu as l'impression que là, l'équipe qui en arrache, peut-être que là, Giannis veut vraiment s'en aller parce qu'il la victoire pardonne bien des choses, mais là, la victoire pardonne plus rien parce que la victoire n'est pas là. Puis, moi, je ne sais pas pour toi, Pop, là, mais moi, quand je vois Giannis demander un échange, OK? Quand je vois Giannis évoquer ses possibilités futures, OK? Moi, je lis « Je veux aller à New York avec les Knicks ». C'est que ça que je vois. Mais, puis, écoute, si c'est pas les Knicks, je sais pas ça va être où. Peut-être que, je sais pas, il y a eu des rumeurs avec Toronto par le passé. Peut-être que Toronto trouve le moyen de compléter ça. J'en doute, là, je pense que ça va être les Knicks au final. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, imaginons que c'est les Knicks. Imaginons qu'on finit vraiment par l'envoyer aux Knicks. Qui est le joueur des Knicks qui fait le chemin inverse? Parce que ça va prendre de l'argent qui part de l'autre bord. Karl-Anthony Towns. Les Towns? Le fit est toujours un petit peu bizarre de Karl-Anthony Towns depuis qu'il est arrivé avec les Knicks, dans le sens où il répond à ce qu'on recherchait, mais il y a quand même un peu ce vibe un peu bizarre de c'est peut-être pas le gars qu'on voulait, peut-être qu'il fait pas exactement ce qu'on voulait. Et j'ai l'impression que c'est le joueur de ce noyau-là qui est le plus échangeable. Puis ce serait assez majeur que pour la deuxième fois en, disons, 1 an et demi, Kat soit au cœur d'une transaction assez majeure comme ça, celle qu'il avait envoyée à New York, puis celle qu'il l'enverrait hypothétiquement à Milwaukee si Giannis. Parce que, écoute, moi, je vois pas vraiment un autre joueur faire... Tu sais, on n'échangera pas Mikal Bridges qu'on a acquis il y a 1 an et demi, qui est un gars avec qui... un gars avec qui Jalen Brunson est allé au collégial. Tu sais, je pense que c'est 4. Je pense que c'est le gars logique à échanger. Puis c'est une opportunité d'avoir Giannis. Laisse faire 4. J'adore Karl-Anthony Towns, mais envoie-moi ça à Charlotte s'il faut là, pour régler le problème. Avec LeBron James. L'important, c'est d'amener Giannis. Oui, ça va être malade, ça. Le Karl-Anthony Towns avec LeBron James, avec les Hornets, ça va être très glissant de style. Mais non, écoute, ça va être intéressant parce que moi, je crois que ça s'enligne vers une transaction. Est-ce que ça va être à la date limite? Est-ce que ça va être avant ça? Est-ce que ça va être pendant la saison morte? Il y a beaucoup d'options. On sait que la NBA, on en a vu des transactions majeures avoir lieu en plein milieu de la saison. Kevin Durant, qui n'est pas plus tard qu'il y a quelques années. Celle de James Harden contre Ben Simmons aussi il y a quelques années. Fait que je pense vraiment qu'il y a un monde dans lequel Luka Doncic l'an passé, j'allais oublier Luka Doncic. J'ai l'impression qu'il y a un monde dans lequel d'ici, disons, février, mettons, mi-février, on a un épisode qui tourne autour de la transaction monstre qui a envoyé Giannis Antetokounmpo avec les Knicks. Il y a deux choses. De une, je pense que là, c'est vraiment différent parce que c'est Brian Windhorst qui sortait ça, je crois, le mardi, qui sortait les vrais premiers détails là-dessus. Je pense que là, tu sais, c'est pas juste Giannis qui demande un trade. Je pense que là, même la direction est rendue à un point de genre, hey, on est rendu à ce point-là. Le divorce semble vraiment inévitable de ce côté-là. Puis je pense que Milwaukee est rendu à une étape où
faut reconstruire, puis malheureusement, il faut passer par Giannis Antetokounmpo. Puis je pense que, des deux côtés, on est en train de se rendre compte que, le citron, il est pressé jusqu'à la dernière goutte. Là. On pourra plus obtenir quelque chose, une participation en série ou en championnat avec ce noyau-là. Il faut commencer à reconstruire de ce côté-là. La deuxième chose, de toute façon, moi, je me dis, peu importe ce que ça arrive, si ça arrive à soir, que ça arrive au mois de février, que ça arrive au repêchage ou à, je sais pas, au free agency, whatever, tu sais déjà d'avance que ça va arriver 5 minutes avant qu'on finisse d'enregistrer l'épisode, puis ça va être complètement coléré, et ça m'énerve au plus haut point. Et je voulais rajouter quelque chose. Ceux qui connaissent Trash Talk FR, qui est une grosse page, ou du moins un gros créateur de contenu basketball en France, qui a une énorme communauté sur Twitter notamment, disait cette semaine que les Bucks de Milwaukee, même quand ils décident de faire avec les meilleures intentions, on n'est pas toujours l'organisation qui tente de faire plaisir à un joueur, puis on laisse côté la business pour les sentiments de ce côté-là. Chris Middleton qui est envoyé aux Wizards, Damian Lillard qui est coupé, puis, oui, c'est le fun qu'on va te soutenir, mais des fois, la business semble rentrer un petit peu plus loin du côté de Milwaukee. Est-ce que la business, c'est de se dire, hey, je sais que tu vas aller avec les Knicks, mais si on a une meilleure offre sur la table, même si on veut essayer de te soutenir le plus possible, on va prendre la meilleure offre. Si ce n'est pas celle des Knicks, ben tu t'arrangeras avec mon chum, puis c'est ça de ce côté-là. Mais de ce côté-là, à suivre pour Giannis Antetokounmpo. Félix, juste avant de quitter pour cet épisode de la Triple Menace, again, on veut juste prendre quelques petits instants pour vous remercier tous et chacun. Parce que cette semaine, un des gros événements de l'année, Spotify Rap est d'ailleurs sorti. D'ailleurs, Félix, je veux, avant de parler des stars de cette année, je veux ton Spotify Rap de cette année, personnel. Est-ce que on a encore... Écoute, je pense... oui, on a fini avec 115 000 minutes, je crois. Excuse? Est-ce qu'on commence à être washed, Félix? Je pense qu'un petit peu, un tout petit peu. On commence à avoir le nombre de minutes descend tranquillement pas vite. Tranquillement pas vite. Mais quand même élevé. Mais... C'est qui tes top 5 artistes cette année? À part Taylor Swift qui est premier, que tout le monde sait que ça va être Taylor Swift. Taylor est numéro 1. Puis là, dans l'ordre ou dans le désordre, c'est quelque chose comme Dua Lipa, Sabrina Carpenter, Adele et... Gracie Abrams? Gracie Abrams? Je sais que t'es un gros Gracie Abrams guy. Pas Gracie Abrams. Elle n'est pas là, mais... Olivia Rodrigo? Attends, je vais vérifier vite, là. Peut-être c'est... Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, effectivement. Fait que si vous ne l'avez pas remarqué, Félix, qui est une pop girlies très assumée. 30 ans sur Spotify. J'ai 30 ans. T'as 30 ans, moi j'en ai 42 et ça, j'ai aucune allégation qui va mourir cette semaine de ce côté-là. Moi, je ne partagerai pas le mien parce que mon échantillonnage en 2025 est vraiment réduit par rapport aux autres années précédentes parce que il y a eu un bout, j'ai été sur Apple Music, il y a eu un bout, j'ai pas payé le premium et tout ça. Fait que j'ai pas le portrait global. Fait que c'est pas que j'ai honte, mais c'est juste mon échantillonnage est vraiment trop random pour être partagé ici. Mais c'est juste le segue pour parler un peu de nos chiffres de cette année. Pour la Triple Menace, qui belle année d'augmentation de ce côté-là. Puis on veut juste prendre le temps de vous remercier pour cette belle année 2025. On n'est pas encore à Hollywood, on ne fait pas encore d'argent. On n'est pas devenu Jeff Bezos du jour au lendemain à cause de vous. Ça s'en vient. Un jour, la commandite Manscaped ou, je ne sais pas, NordVPN, whatever. Un moment donné, ça va arriver de ce côté-là. Mais juste pour dire que notre public total a monté de 77%. Notre nouveau public total a augmenté de 436%. Et notre temps d'écoute a augmenté de 67%. Puis ça, c'est juste sur Spotify. Là. On n'a pas mis les chiffres pour Apple Music, mais c'est quand même 1,9 million de vues multiplateformes, que ce soit nos clips, nos vidéos qu'on partage, tout ça. On a frise quasiment le 2 millions de vues. Plus de 1600 abonnés sur toutes nos plateformes, puis plus de 26 000 interactions. Donc, pour vrai,
Guys, merci beaucoup. Mio n'est pas là pour partager avec nous, mais on va parler au nom de Mio, Producer Ali, Jay Frappier, Jay Macias, qui sont respectivement notre montant, nos responsables médias sociaux, juste pour vous remercier pour la belle année 2025. Et on vous rappelle, ça, c'est juste les chiffres Spotify de ce côté-là. Et avant de quitter, on a bien sûr notre quiz du joueur de la semaine, un joueur de baseball qui a joué pour les Cubs de Chicago cette année, qui a fait 22 circuits en 2025 et qui en est à sa 4e saison au Match des Étoiles. Félix Forget, est-ce qu'on parle d'un futur membre des Blue Jays de Toronto? On parle possiblement d'un futur membre des Blue Jays de Toronto parce que là, tu vois, il y a des assises d'hiver qui vont commencer cette semaine. Ça va commencer à débloquer dans le monde du baseball. On va avoir de l'action. D'ailleurs, on apprenait, petite parenthèse, ce soir, on apprenait que les Pirates de Pittsburgh, oui, les Pirates de Pittsburgh ont une offre de 4 ans sur la table pour Kyle Schwarber. Si ça arrive, je pense que ça va nécessiter un pas d'urgence parce que si les Pirates signent Kyle Schwarber, ça va être spectaculaire. Bref, T'imagines les fans des Phillies en ce moment qui voient Kyle Schwarber s'en aller à Pittsburgh, of all fucking places? Ah, man, c'est malade. Mais écoute, je reviens lui aussi, le joueur de la semaine, un gars qui pourrait signer, du moins ça pourrait s'activer dans son cas cette semaine. On sait que ça avait été le cas avec Juan Soto l'an dernier, et c'est souvent le cas pour les gros noms sur le marché de l'autonomie. Kyle Tucker, qui a été un joueur de location au final pour les Cubs, on ne s'attend pas à le revoir avec les Cubs l'an prochain. Les Cubs ne se paieront pas ça. Mais oui, un nom clairement qui est beaucoup lié aux Blue Jays. On pense que c'est l'équipe favorite en ce moment pour le signer. Et c'est surtout que c'est le meilleur fit pour lui. Fait que si on a Kyle Tucker et Dylan Cease, et disons qu'on ramène Bo Bichette aussi, ce serait un sacré home run pour les Blue Jays dans cette saison morte-là. Ça va être un nom intéressant. Et d'ailleurs, parlant des Cubs, petite parenthèse. Vas-y. Tu me devances ma prochaine question. Est-ce que les Blue Jays peuvent avoir Kyle Tucker et retourner Bo Bichette? Je pense que oui. Je pense que c'est possible. Okay. Je pense que les Blue Jays sont extrêmement agressifs en ce moment, puis je pense qu'on veut. La finale, la défaite au match-up a fait de mal à laisser des traces. Je pense qu'on va être très, très agressif. Et bref, minuscule parenthèse, on parlait des Cubs. Je vous dis, si vous avez vu hier que Zach Gallen a signé avec les Cubs, ce n'est pas vrai. Bob Nightingale qui a fait une petite erreur en rapportant la nouvelle. A noté que c'était réglé et finalement a corrigé en disant que les Cubs espéraient signé Zach Gallen et Jeff Passan, qui, une demi-seconde plus tard, a partagé que Zach Gallen n'a pas de contrat et n'est pas sur le point de finaliser une entente. Donc, si vous avez entendu parler que Zach Gallen est un membre des Cubs, c'est faux. Zach Gallen est encore sur le marché. Il pourrait éventuellement signer avec les Cubs, mais ce n'est pas chose faite. Je vais juste conclure, Félix. Puis, si on a le temps d'aller chercher l'information, est-ce que c'est... Parce que je sais que cette semaine, ça a été le 3e anniversaire du fameux, ou du moins infameux tweet que Arson Judge signait avec les Giants de San Francisco et qui a été démenti. Et qui d'ailleurs, Félix dit encore à ce jour que c'est les 15 pires minutes de sa vie qu'il a vécu quand il a vu cette nouvelle-là. Est-ce que c'est la même journée? Oui, c'est la même journée. C'est arrivé. C'est arrivé hier. C'était le 6 décembre, Arson Judge. Zach Gallen, c'est arrivé hier aussi. Le 6 décembre, journée des fausses nouvelles dans la MLB. Soyez prudents. Juste la triple menace, nous, on vous livre que du vrai ici. Fait que vous pouvez vous informer assurément ici. Et vous pouvez aussi vous informer de sources sûres le jeudi matin. Le salon de Mio à toutes les semaines. Le salon de Mio qui fait une petite revue de presse de milieu de semaine. C'est aussi là. Vous pouvez retrouver Mio qui va être de retour avec nous la semaine prochaine. Mais si vous vous ennuyez trop de Mio, vous n'êtes pas capable d'attendre à dimanche. Jeudi matin, Mio va être là pour vous livrer un salon de Mio. Et on vous rappelle aussi que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, que ce soit YouTube, où on est de plus en plus actifs. Gros shout-out d'ailleurs à Jay Macias qui s'est joint à nous récemment et qui vous sort du contenu mais vraiment incroyable depuis quelques semaines. On est là et on ne s'en va pas nulle part. C'est pas parce qu'on a parlé de nos stats 2025 que l'année est finie. Il nous reste encore quelques épisodes cette année. On va être là dimanche prochain pour un autre épisode régulier de la triple menace. Puis on va être encore là 2026 pour défoncer tous ces chiffres-là et se taper sur les épaules dans un an. Sur ce, Félix a fait la conclusion. Il n'y a plus rien à dire. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye.